Chapitre 2. Madame John Dashwood fut donc installée par elle-même, dame et maîtresse de Norland Park, et sa belle-mère et ses belles-sœurs réduites à n'y paraître plus que comme étrangères et presque par grâce. Elles étaient traitées par Madame Dashwood avec une froide civilité, et par leur frère avec autant de tendresse qu'il pouvait en témoigner à d'autres qu'à lui-même, à sa femme et à son enfant. Il les pressa, et même avec assez de vivacité, de regarder Norland comme leur demeure. Madame Dashwood, n'ayant encore aucun autre endroit où elle pût se fixer, accepta son invitation jusqu'à ce qu'elle eût trouvé une maison à louer dans le voisinage. Rester dans un lieu où tout lui retraçait, et son bonheur passé, et la perte qu'elle avait faite, était exactement ce qui lui plaisait et lui convenait le mieux. Dans le temps du plaisir, personne n'avait plus de cette franche gaieté, de cet enjouement qui rejette toute sensation pénible. Personne ne possédait à un plus haut degré cette confiance dans le bonheur, cet espoir dans sa durée, qui est déjà le bonheur lui-même. Mais dans le chagrin, elle repoussait de même toute idée de consolation, et s'y livrait en entier avec une sorte de volupté. Monsieur John Dashwood fit part à sa femme de son projet de faire présent à chacune de ses sœurs de 1000 guinées, et comme on peut le penser, elle fut loin de l'approuver. 3000 pièces ôtées de la fortune de son cher petit garçon n'était pas une bagatelle. Elle regardait comme inconcevable que le tendre père d'un enfant aussi charmant pût seulement en avoir la pensée. Elle le supplia d'y réfléchir encore. N'était-ce pas faire un tort irréparable à son fils unique? Sa conscience lui permettait-elle de le priver d'une telle somme? Et quel droit avaient mesdemoiselles Dashwood, qui n'étaient que ses demi-sœurs, ce qu'elle regardait à peine comme une parenté, sur cet excès de générosité? Il était reçu dans le monde qu'aucune affection ne pouvait être supposée contre des enfants de 2 lits différents. Leur père avait déjà fait grand tort à ses fils en se remariant et en ayant 3 filles, auxquelles il avait injustement donné tout ce dont il pouvait disposer, et vous voulez, dit-elle, encore ruiner votre pauvre petit Henri, en donnant à vos demi-sœurs tout son argent? Tout cela fut dit avec ce ton de conviction et de tendresse maternelle qui ne manquait jamais son effet sur le faible John. Cette fois cependant il ne céda pas d'abord. C'était, lui disait-il, la dernière requête de mon père expirant, que je prendrais soin de sa veuve et de ses filles. Il ne savait pas lui-même ce qu'il disait, j'en suis bien sûre, répliqua madame Dashwood. Tous les gens à l'agonie disent de même. Ils recommandent les survivants les uns aux autres, leur tête n'y est plus, ce n'est que leur cœur qui leur parle encore pour ceux qu'ils ont aimés et qu'ils sont près de quitter. Si ces idées avaient été bien nettes et qu'il n'eût pas rêvé à demi, il n'aurait jamais imaginé de vous faire une demande aussi ridicule que celle d'ôter à votre enfant la moitié de sa fortune. Mon père, ma chère Fanny, n'a stipulé aucune somme. Il me demande seulement de rendre la situation de sa femme et de ses filles aussi confortable qu'il était en mon pouvoir. Peut-être aurait-il mieux fait de s'en rapporter tout à fait à moi, il ne pouvait pas supposer que je les négligerais. Mais enfin, il a exigé de moi cette promesse, je l'ai faite, et je veux la remplir. Je dois faire quelque chose pour mes sœurs, avant qu'elles quittent Norland pour s'établir ailleurs. Eh bien, à la bonne heure. Quelque chose, mais il n'est pas nécessaire que ce quelque chose soit 3000 pièces. Passe encore si vos sœurs étaient âgées, et que cet argent pût revenir une fois à votre fils, mais considérez qu'une fois donné, vous ne le retrouverez plus. Vos sœurs sont jeunes et jolies, si vous les dotez de cette manière, elles se marieront bientôt, et vos 3000 guinées seront perdues pour toujours. Des familles étrangères en jouiront, les dissiperont, et notre cher petit Henri en sera privé. Je vous demande s'il y a là l'ombre de la justice. Vous avez raison, Fanny, dit gravement John Dashwood. Parfaitement raison. C'est peu de chose à présent relativement à ma fortune, mais le temps peut venir que notre cher fils regrettera beaucoup cette somme, si par exemple il avait une nombreuse famille. Eh, mais sans doute, je parie qu'il aura beaucoup d'enfants, ce cher petit. Peut-être bien. Ainsi, cher ami, il vaudrait mieux en effet diminuer la somme de moitié. Qu'en dites-vous? 500 pièces à chacune, ce serait encore une prodigieuse augmentation de leur fortune. Prodigieuse, immense, incroyable! Quel frère dans le monde ferait cela pour ses sœurs, même pour des sœurs réelles, et des demi-sœurs? Mais vous avez toujours été trop généreux, mon cher John. Il vaut mieux, dans de telles occasions, faire trop que trop peu, dit John en se rengorgeant.
Personne au moins ne dira que je n'ai pas fait assez. Elles-mêmes ne s'attendent sûrement pas à ce que je leur donne autant. Elles n'ont rien du tout à attendre, reprit aigrement Fanny. Ainsi, il n'est pas question de leurs espérances, mais de ce que vous pouvez leur donner, et je trouve... Certainement, je trouve aussi que 500 pièces sont bien suffisantes, interrompit John, sans que j'y ajoute rien. Elles auront chacune, à la mort de leur mère, 3303 pièces, fortune très considérable pour une toute jeune femme. Oui, vraiment, 3303. Je n'avais pas fait ce calcul, c'est vraiment immense. 3303 pièces, c'est énorme. Et même quelque chose de plus, dit John en calculant sur ses doigts. 10 000 pièces divisées en 3. Oui, c'est bien cela. 3333 et quelque chose en sus. Alors, mon cher, je ne conçois pas, je vous l'avoue, que vous vous croyiez obligé d'y ajouter la moindre chose. 10 000 pièces à partager entre elles, c'est plus que suffisant. Si elles se marient, c'est une très belle dot, et elles épouseront sûrement des hommes riches. Si elles ne se marient pas, elles vivront très confortablement ensemble, avec 10 000 livres. Cela est vrai, très vrai, dit John en se promenant avec l'air de réfléchir. Ainsi dites-moi, ma chère, s'il ne vaudrait pas mieux faire quelque chose pour la mère, pendant qu'elle vit, une rente annuelle. Mes sœurs en profiteront autant que si c'était à elles, 100 pièces par année par exemple. Il me semble que pour une vieille femme qui vit dans la retraite, c'est bien honnête. Qu'en pensez-vous, Fanny ? Il est sûr, dit-elle, que cela vaut mieux que de se séparer de 1500 livres tout à la fois. Mais je réfléchis que si madame Dashwood allait vivre 20 ans, alors nous serions en perte. 20 ans, chère Fanny, vous plaisantez. Elle ne vivra pas la moitié de ce temps-là. Elle est trop sensible, trop nerveuse. J'en conviens, mais n'avez-vous pas observé que rien ne prolonge la vie comme une rente viagère ? C'est une affaire très sérieuse que de s'engager à payer une rente annuelle. Vous ne savez pas quel ennui vous allez vous donner, et comme on est malheureux quand le moment de l'échéance arrive. C'est précisément alors qu'on aurait une dépense indispensable à faire soi-même, et que cet argent qui se trouve là ferait plaisir, et il faut le donner à d'autres, c'est vraiment insupportable. Ma mère devait payer de petites rentes à 3 vieux domestiques par le testament de mon père. J'ai souvent été témoin du chagrin, de l'ennui que cela lui donnait. Ses revenus n'étaient plus à elle, disait-elle, et ces bonnes gens qui n'avaient garde de mourir. Elle en était tout à fait impatientée. Aussi j'ai pris une telle horreur des rentes viagères que pour rien dans le monde je ne voudrais m'engager à en payer, quelque petite qu'elle fût. Pensez-y bien, mon cher. Il est sûr qu'il n'est pas du tout agréable que quelqu'un ait des droits sur notre revenu. Être obligé à un paiement régulier tel mois tel jour, cela blesse l'indépendance. Ajoutez, mon cher, qu'après tout on ne vous en sait aucun gré. Cette rente est assurée, vous ne faites en la donnant que ce que vous devez, et on n'en a nulle reconnaissance. Si j'étais de vous, je voudrais n'être lié par rien et pouvoir donner ce qu'il me plairait et quand il me plairait. Vous serez charmé peut-être de pouvoir mettre de côté 100 ou 150 pièces pour quelques dépenses de fantaisie que vous ne pouvez prévoir. Je crois que vous parlez très sensément, ma chère Fanny, et je suivrai vos bons conseils. Ce sera beaucoup mieux en effet que de leur donner une rente fixe. Ayant un revenu plus considérable, elles augmenteraient leur train, leurs dépenses, et au bout de l'année, elles n'en seraient pas plus riches. Oui, cela sera beaucoup mieux. Un petit présent de 20, de 30 pièces de temps en temps préviendra tout embarras d'argent, et j'aurai rempli la promesse que j'ai faite à mon père. Parfaitement bien. Et je vous le répète, mon cher, je suis convaincu qu'il n'a jamais eu dans la pensée que vous dussiez leur donner de l'argent. L'assistance, les secours qu'il demandait pour elles, étaient seulement ce qu'on peut attendre d'un bon frère, comme par exemple de leur aider à trouver une petite maison jolie et commode, de leur prêter vos chevaux pour transporter leurs effets, de leur envoyer quelquefois du poisson, du gibier, des fruits dans leur saison. Je parie ma vie que c'est là seulement ce qu'il attendait, et il ne pouvait vouloir autre chose. Pensez comme votre belle-mère sera bien, avec l'intérêt de 7000 pièces, et vos sœurs, avec celui de 3000. Elles auront par an 500 pièces de revenus, et qu'ont-elles besoin d'en avoir davantage? Elles ne dépenseront pas cela, leur ménage sera si peu de chose. Elles n'auront ni carrosse, ni chevaux, tout au plus une fille pour les servir. Elles ne recevront point de compagnie, et n'auront presque aucune dépense à faire. Ainsi vous voyez qu'elles seront à merveille, et qu'il ne leur manquera rien. 500 pièces par an. Je ne peux imaginer à quoi elles en emploieront la moitié, et leur donner quelque chose de plus serait tout à fait absurde. Vous verrez que ce sont elles plutôt qui pourront vous donner quelque chose et faire souvent quelques jolis présents à leur petit-neveu. Sur ma parole, dit M. John Dashwood en se frottant les mains, vous avez parfaitement raison. Mon père ne prétendait rien de plus, je le comprends à présent, et je veux strictement remplir mes engagements par toutes les preuves de tendresse et de bonté fraternelle que vous m'indiquez, car votre cœur est excellent, chère Fanny.
et je vous rends bien justice. Il est charmant à vous d'être aussi bonne pour mes sœurs et ma belle-mère. Quand elles iront s'établir ailleurs, je leur rendrai, et vous aussi, tous les petits services qui pourront leur être utiles, quelques présents de meubles par exemple, de porcelaine, enfin, je puis m'en rapporter à vous. Oh, bien certainement, tout ce qui pourra leur convenir. Mais cependant, réfléchissez à une chose. Quand votre vieux oncle fit venir ici votre père et votre belle-mère, il les établit chez lui. Tout le mobilier de Stanhill, la porcelaine, la vaisselle, le linge, tout fut soigneusement enfermé, et votre père, comme vous le savez, a légué ces objets à sa femme. Leur maison sera donc meublée et garnie au-delà de ce qu'elle pourra contenir. Ainsi, elles n'auront besoin de rien. De rien du tout. Je n'y pensais pas. C'est un très beau lait qu'elles ont eu là, en vérité. Et la vaisselle, par exemple, elle nous aurait fort bien convenu pour augmenter la nôtre, à présent que nous aurons souvent du monde à demeure. Et le beau déjeuner de porcelaine de la Chine, combien je le regrette. Il est beaucoup plus beau que celui qui est ici, et, suivant mon opinion, 10 fois trop beau et trop grand pour leur situation actuelle. Votre père n'a pensé qu'à elle. Je trouve, mon cher, que vous pourriez fort bien le leur faire sentir avec délicatesse, et les engager à nous laisser tant de choses qui vont leur devenir inutiles, et qui nous conviendraient bien mieux. Mais certainement, vous ne devez pas avoir beaucoup de reconnaissance pour la mémoire d'un père qui, s'il avait pu, leur aurait laissé tout au monde, et rien à vous, et vous leur donneriez encore quelque chose. Ce serait à mon avis une duperie et une faiblesse dont je vous connais incapable. L'extrême bonté de votre cœur peut certaines fois vous entraîner trop loin, mais la fermeté de votre caractère et la force de votre jugement vous ramèneront bientôt dans le droit chemin. Cet argument était irrésistible. Ce que John Dashwood craignait le plus, c'était de passer pour un homme faible et dupé. Et sans qu'il s'en doutât, il ne faisait rien et ne pensait que ce que voulait madame John Dashwood. Il finit donc par déclarer que non seulement il serait inutile, mais injuste et ridicule, de rien faire pour ses sœurs, au-delà des petits services de bon voisinage que sa femme lui avait indiqués, et que c'était à elle au contraire à leur donner ce qui pourrait leur convenir.